Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 1er octobre 2024. Le mois d'octobre, enfin plus communément appelé au sein de l'écosystème crypto, Uptober. Uptober pour up, la hausse. Et oui, nous entrons dans le fameux 4e trimestre qui rassemble toutes les attentes de hausse du prix du BTC. Le 4e trimestre, cette période qui va s'étendre du 1er octobre au 31 décembre et qui rassemble les statistiques en termes de saisonnalité les plus favorables pour Bitcoin. Alors moi, en ce qui me concerne, je suis davantage sur la période qui va de mi-octobre à la fin du mois de mars. Donc dans cette vidéo, pas de blabla. Je commence par vous rappeler en quoi le 4e trimestre est la période dans laquelle nous attendons le démarrage du bull run. Je vais vous redonner les statistiques post-halving, les statistiques de chaque mois, les statistiques de chaque semaine au sein de chaque mois. On peut même aller voir la performance moyenne de chaque séance, de chaque semaine au sein de chaque mois. Bon, nous pouvons faire plein de choses. Et ensuite, je vous donne les 3 cas de figure qui me semblent possibles. Le numéro 1, celui auquel je crois, un démarrage du bull run cet automne. Le numéro 2, un démarrage du bull run reporté en lien avec un certain nombre d'incertitudes. Le numéro 3, un bull run complètement annulé. Scénario auquel je ne crois pas du tout. Pour chacun de ces 3 scénarios, je vous donne la pierre d'angle fondamentale et le scénario technique. Mais avant tout, chers amis, promotion exceptionnelle. Promotion exceptionnelle de notre service Cryptost Academy que je vais vous présenter dans un instant. Tout le service pendant un an à 1,50 € par jour. 1,50 € par jour pendant un an. L'abonnement annuel ramené à 547 €, c'est satisfait ou remboursé pendant 14 jours. Donc, chers amis, vous ne perdez rien à tester. Vous êtes déchus, vous arrêtez le service. Nous allons bientôt lancer le portefeuille crypto de Cryptost Academy. Notre portefeuille, le portefeuille de notre équipe à laquelle je fais partie, où vous pourrez voir nos positions crypto, altcoins, prise en temps réel. Voilà les amis à quoi ça ressemble. La plateforme elle est méga intuitive. On vient de la sortir cette plateforme. Franchement, ça a été du boulot. Il y a beaucoup de services, beaucoup d'analyses. Vous me retrouvez moi chaque matin avec mon point Bitcoin altcoins en vidéo. Vous avez des analyses on-chain, des analyses globales macro, des analyses techniques. La section crypto radar, la section magique airdrop, DeFi, le puits du savoir, le portefeuille de l'équipe, ça arrive. Des chats, vous accédez aussi dans l'offre exclusive à notre formation initiale, et puis vous avez donc tous les chats ici dans lesquels nous pouvons interagir en temps réel de configurations techniques qui sont intéressantes. Chers amis, foncez dans la description et dans le commentaire épinglé dans la description de la vidéo et le commentaire épinglé pour avoir le lien vers cette offre de promotion exclusive tout Cryptost Academy à 1,50 € par jour. C'est le prix d'un bon petit café par jour. Et puis voilà, si au bout de 14 jours ça ne vous plaît pas, c'est remboursé. Chers amis, à très vite dans Cryptost Academy. Tout d'abord, les attentes fortes vis-à-vis du 4e trimestre et de ce fameux mois d'octobre, plus communément appelé Uptober. Alors je vais rentrer un peu plus dans les détails par rapport à ce que je vous ai montré en introduction. Déjà, nous entrons dans le 4e trimestre. Ça y est, on y est. Bon, voilà, le Q1, le Q2, le Q3, le Q4. Le Q4 s'étend. Alors ce qui est intéressant, c'est que Bitcoin, cette année, a respecté globalement la saisonnalité. Donc on peut s'attendre à ce qu'il la respecte au Q4. Au 3e trimestre, qui est le mois le plus faible de l'année, il a fait pour le moment une des performances les plus faibles. Il a été aussi faible au Q2, mais rappelez-vous, c'est parce qu'au Q1, il avait été largement supérieur à la moyenne. Donc nous attendons un Q4 performant, cette période qui s'étend du début du mois d'octobre à la fin du mois de décembre. Et reste à savoir maintenant, et ça c'est dans les cas qui vont arriver, est-ce que ça commence en octobre ou plutôt en novembre, par exemple après les élections présidentielles américaines. Donc ce Q4, j'attends personnellement la cassure du record historique. Maintenant entrons un peu plus dans les détails, la performance mois par mois, et puis je vais vous montrer ensuite la performance de chaque semaine dans le mois d'octobre. Donc le mois d'octobre est en moyenne le 2e mois le plus performant pour Bitcoin de toute son histoire, après novembre. C'est pour ça que beaucoup me disent, Vincent, novembre, c'est le mois numéro 1. Novembre, c'est en plus mon anniversaire, le 7 novembre, et en plus, c'est après les élections présidentielles américaines du 4 novembre. Peut-être que la TH sera brisée en novembre. Peut-être qu'octobre sera plutôt un Downtober et pas un Uptober. Mais moi quand même, je pense
en octobre, on peut au moins revoir la TH. Donc sa performance moyenne c'est 21%, sa performance médiane c'est 21%, c'est le deuxième mois le plus performant de l'année. Notons que nous avons eu un mois de septembre exceptionnel. C'est très rare d'avoir un mois de septembre haussier, alors que c'est le pire mois de l'année. Ensuite, nous creusons un peu le sujet, nous allons aller décomposer le mois d'octobre semaine par semaine. Donc le mois d'octobre est le 10e mois de l'année. Le mois d'octobre commence donc à la 40e semaine, donc ici. Le mois d'octobre commence à la 40e semaine, donc nous allons avoir la 40e, 41e, 42e, 43e semaine, et vous pouvez noter qu'encore une fois, en moyenne, les semaines du mois d'octobre sont bullish. Encore une fois, parfois, certaines années s'écartent de la moyenne, mais vous pouvez constater que c'est assez rare. Sur tout l'historique du BDC, la plupart des semaines du mois d'octobre sont bullish, vous en avez 15% qui sont bearish. Donc nous aurons peut-être aussi une semaine ou deux du mois d'octobre qui sera bearish. En tout cas, lorsqu'on décompose le Q4, le mois d'octobre et les 4 semaines du mois d'octobre, nous avons statistiquement en tout cas de quoi être optimiste. À cela s'ajoute le fait que nous sommes donc dans une correction de mi-cycle et je me suis donc intéressé aux statistiques des corrections de mi-cycle. Donc ici vous avez une ligne jaune qui représente la durée des corrections. Donc attention, les grandes phases ici ce sont les bear markets. Nous le bear market il sera en 2026. Donc là nous sommes en correction de mi-cycle. Et bien la correction actuelle elle dure depuis 201 jours. C'est un record. La correction actuelle est à 201 jours. Ici, on avait fait une correction de mi-cycle de 186 jours. Et ici, en 2013, une correction de mi-cycle de 182 jours. Donc, c'est déjà une correction de mi-cycle qui a atteint, donc c'est la durée sous laquelle nous sommes sous la TH. 201 jours, c'est en soi un record. Mais, encore une fois, on corrige un excès. Jamais nous aurions dû être à la TH, au record historique, avant le halving. Mais nous arrivons quand même à une durée de correction de mi-cycle où on se dit que bon, ça pourrait se terminer au mois d'octobre. Alors maintenant, c'est parti les amis, cas de figure numéro 1. Le cas de figure numéro 1, c'est celui qui a ma préférence, c'est-à-dire un démarrage de bull run, en tout cas une cassure de la TH quelque part autour de mi-octobre, pour un certain nombre de raisons fondamentales, et je vous donne les hypothèses techniques, sachant que le court terme reste toujours plus incertain, et si l'on reproduit par exemple ce que le marché avait fait en octobre dernier, eh bien, en octobre dernier, il avait baissé jusqu'à la SMA 50, EMA 200, avant de repartir. Bon, c'est vrai que l'actualité géopolitique fait qu'il pourrait y avoir des pressions. Il y a aussi des statistiques importantes de l'emploi cette semaine aux États-Unis. Donc, ce cas de figure numéro 1, il est d'abord basé sur l'alignement des politiques monétaires accommodantes en Occident et en Chine. La Chine, elle, qui continue, donc c'est cette ligne-là, le taux d'intérêt. Il y a plusieurs taux d'intérêt de la Banque centrale de Chine. Je vais prendre celui des réserves obligatoires, qui est en tendance baissière, et la fin des resserrements monétaires en Occident. Et donc nous avons maintenant un alignement monétaire dans le sens de davantage de politiques accommodantes en Occident et en Chine. Le coût de l'argent est de moins en moins cher, à la fois en Occident et en Chine. Ça, pour moi, c'est vraiment un facteur de soutien important qui se traduit par, donc, alors, il y a toujours cette trajectoire baissière que j'ai sur le dollar américain. Je ne rentre pas dans les détails. Attention, à court terme, ça diverge. Mais moi, j'ai un scénario de poursuite ces prochains mois de la tendance baissière du dollar américain. Surtout, cela nous permet d'avoir une trajectoire baissière des taux d'intérêt. Et nous avons eu, selon les enseignements du système Ishimoku, il y a déjà plusieurs semaines, la cassure baissière technique que j'attendais de longue date, la cassure du Kumo comme nous avons eu ici en 2019 qui donna le point de départ de la baisse, alors que le franchissement opposé avait donné le point de départ de la hausse lorsqu'on chercha à lutter contre l'inflation en 2021. Bon, bref, moi je vise cette zone ici sur les taux. Là, je vous donne l'exemple du taux obligataire américain à 10 ans, mais on a un environnement donc monétaire qui est donc favorable à un environnement de la finance traditionnelle. Alors qui est favorable bien sûr tant qu'il n'y a pas de récession, tant que la Réserve fédérale des États-Unis a pivoté pour la bonne raison. Pivoter pour la bonne raison, c'est pivoter parce que ça désinflationne, et les chiffres de la désinflation confirment que pour le moment la cible de la Fed est en vue. L'inflation nominale selon le PCE est tombée à 2,2, donc on n'est pas loin de la cible de la Fed, ça devrait tomber à 2,01 bientôt. La mauvaise raison, c'est le chômage. Attention cette semaine, ce vendredi, vous avez la mise à jour du rapport NFP aux États-Unis avec tout un tas de statistiques. Il y a deux seuils d'alerte à surveiller. Le premier seuil d'alerte, c'est 4,4% pour le taux de chômage aux États-Unis. Et le second seuil d'alerte, ici, vous avez les créations nettes d'emplois aux États-Unis. Donc les créations nettes, les créations brutes, moins les destructions brutes, ça fait les créations nettes. On estime que l'économie américaine peut absorber les arrivées dans la population active dès lors qu'il y a au-dessus de 100 000 créations nettes. Alors c'est un peu touchy, on s'est fait peur en juillet, rappelez-vous. Bon,
on a rebondi à 142 000. Ces deux chiffres sont mis à jour vendredi, c'est très important. Mais ça, c'est le scénario idéal. C'est le scénario, le cas numéro un, c'est le scénario Goldilocks, la baisse des taux, la baisse des coûts de financement pour la désinflation et non pas pour la récession. Et le baromètre majeur, c'est celui du marché du travail américain. Bien sûr, dans ce cas de figure numéro un, d'une cassure de l'ATH qui interviendrait en octobre, mais ça peut aussi jouer pour novembre, c'est les milliards et les milliards qui sont arrivés sur les ETF Bitcoin spot américains, donc soyons précis, ETF Bitcoin spot états-unien, notamment celui de BlackRock. Et d'ailleurs, vous avez eu récemment un retour des inflows. Et ça, vous allez voir que lorsque Bitcoin sera enfin capable de casser son ATH pour enfin aller faire cette vaccin qui pour moi sera faite, Alors 100 000 c'est ma cible de janvier, les 130 plutôt mars. En grande partie, en s'appuyant en grande partie sur ces ETF. Alors, dans ce cas numéro 1, bien sûr, vous avez la saisonnalité qui est favorable du mois d'octobre, ça je vous en ai parlé, et puis vous avez, il y a beaucoup d'arguments, mais j'en ai sélectionné un qui est très connu, qui est le ratio stock to flow, de plan B, où nous répétons pour le moment, ici c'était le schéma de 2016, et à un moment ou à un autre, lorsqu'on arrive au-delà de 170-180 jours après le halving, on remonte chercher la ligne du stock to flow. À un moment ou à un autre, lorsque l'on arrive 160 à 170 jours après le halving, on remonte et on dépasse la ligne du stock to flow. Et là, nous sommes aujourd'hui 163 jours après le halving. Et ce que nous attendons pour octobre-novembre, c'est petit à petit le marché qui arrive à aller chercher cette ligne du stock to flow. Ça nous donne les 100K. Bon. Alors ça ne répond pas à la question, est-ce qu'il manque un dernier drop, mais ça fait vraiment partie, ce modèle-là, qui est en plus très suivi par les institutionnels, qui est en fait un modèle de valorisation de Bitcoin qui est basé sur sa scarcity, sur sa rareté, le fait qu'il est de plus en plus utilisé, demandé, investi, mais que sa production, elle, baisse à un rythme régulier, donc le halving quadriennal, voilà, c'est un argument principal, qui défend le cas numéro 1 et le cas numéro 2. Alors qu'est-ce que c'est que mon cas numéro 2 ? Il arrive, c'est le bull run décalé en fin de T4, ça j'y arrive. Alors, toujours dans le cas numéro 1, les hypothèses techniques. Alors, si vous prenez par exemple ce qu'avait fait Bitcoin en octobre dernier, vous voyez qu'on avait eu beaucoup de mal à dépasser la moyenne mobile à 200 jours, et que finalement, regardez, début octobre, début octobre, jusqu'au 12 octobre, on est revenu tester SMA 50 avant de partir. Donc je me dis, worst case scénario, on a un début d'octobre qui n'est pas top, on revient tester SMA 50 et ça part. Le meilleur scénario, bien sûr, c'est de rebondir pour de bon sur la SMA 200. Vous savez, la moyenne mobile à 200 jours, elle est hyper suivie par les institutions. Il y a même des algorithmes, en tout cas un certain nombre d'algorithmes de trading incluent souvent la SMA 200. Donc là, vous voyez qu'on a du mal à la franchir. À chaque fois, on retombe dessus. C'est possible qu'il manque un retour ici. Et bon, voilà, on sera fixé assez rapidement ce début de mois d'octobre. Alors, le cas de figure numéro 2, c'est le bull run décalé pour un certain nombre d'incertitudes à la seconde partie du T4, peut-être davantage au mois de novembre. Et je vous rappelle que le mois de novembre, en fait, est le meilleur mois de l'année en termes statistiques. Non seulement je suis né le 7 novembre, et ça Bitcoin s'en fiche, et c'est le numéro 1 en termes de performance de toute l'histoire du BTC. Donc Uptober, il y a aussi November Up, voilà, je vais créer le mot November Up qu'on peut attendre. Alors, l'argument principal de ce cas numéro 2 d'un bull run, oh là là, c'est quoi toutes ces pubs, j'aurais dû les bloquer, désolé. Là, qu'est-ce qu'il me met comme pub en plus là, j'achète jamais ça, bref, on s'en fout. Alors, donc, oui, voilà. Mais c'est ça, c'est sous vos yeux. Démocrate versus républicain, c'est hyper serré dans les swing states. Naturellement que le camp républicain est largement plus favorable aux crypto. Le camp démocrate est en train quand même de changer son fusil d'épaule parce que beaucoup d'Américains détiennent de la crypto, parce que 2 ans après les élections présidentielles, les élections de mi-mandat, et il ne faut pas non plus se mettre à dos 25% de la population. Mais tout de même, voilà, c'est effectivement si les démocrates passent, ça peut
en tout cas le jour J, avoir un effet baissier. Mais je pense que ce sera un effet baissier de court terme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aux États-Unis, on n'aime pas l'incertitude. Et beaucoup d'investisseurs américains, et vous savez que ça pèse dans la demande, je vous ai montré les ETF et BTC, attendent les résultats des élections pour enfin y aller. Donc ça peut être en fait une explication du retard de ce bull run décalé plutôt donc au mois de novembre. Le mois de novembre étant le mois numéro 1. Donc c'est 46% de performance moyenne. C'est quand même le double d'octobre. Octobre occupe quand même la deuxième position. Mais le mois de novembre, c'est quand même là. Donc voilà, donc ça peut être le cas de figure numéro 2. Et dans les arguments en faveur de ce cas de figure numéro 2, c'est le fait que Bitcoin a pris trop d'avance. Rappelez-vous, jamais dans son histoire, l'ATH il est en bleu. La ligne noire verticale, c'est le halving. Jamais dans son histoire, il était à l'ATH avant le halving. Jamais dans son histoire, il était à l'ATH avant le halving. Et là, eh bien, il s'est pointé à l'ATH avant le halving. Et ça, c'est ce qu'on paye tous les jours. C'est ce qu'on a payé tout l'été. C'est ce qu'on a payé en septembre. C'est ce qui nous fatigue. C'est ce qui fait que, même si nous sommes dans l'intervalle temporel du bull run, c'est ce qui fait qu'il va démarrer beaucoup plus tard que les fois précédentes. Donc, ça, c'est impossible à quantifier. Le fait que, pour la première fois de son histoire, il ait rejoint l'ATH avant le halving, on comprend tous que ça décale dans le temps le halving, mais on ne peut pas faire une estimation de durée, quoi. On ne peut pas faire une estimation de durée. Donc ça, c'est effectivement un des soucis importants, bien sûr. Bon, bien sûr, dans le cas de figure de ce bull run décalé à novembre, ou en seconde partie 4, vous avez la géopolitique, la situation géopolitique. Je n'en parle pas, je ne mentionne même pas, si je me mentionnais la région du Proche-Orient, sachant que, bon, même sans allumer la télé, même sans lancer Internet, de toute façon, les news arrivent tout seuls, comme ça, dans la tête, par onde radio, même sans allumer la radio, tellement, ça ne parle que de ça, mais tellement c'est chaud. Donc dans ce cas de figure numéro 2, d'un bull run décalé, à novembre, après les élections présidentielles américaines, il existe toujours la possibilité d'aller chercher la trendline chartiste. Je suis en échelle logarithmique, si vous ne trouvez pas la même, c'est normal. Vous êtes souvent en échelle normale, il faut passer en logarithmique, échelle multiplicative et pas échelle additive, surtout lorsqu'on balaye un intervalle de prix entre 15 et 70. Gagner $1 n'a pas la même valeur relative. Donc ce serait donc l'hypothèse de ce dernier drop. Ce serait l'hypothèse, vous y ajoutez les enseignements du système Ishimoku, d'aller chercher la SSB. Bon, ça ferait mal. Ce serait l'hypothèse d'aller d'abord retester les 50K. Mais bon, moi je dis, ça ferait mal, mais ce serait une opportunité pour ceux à qui il reste des billes. Donc voilà, ça ce serait l'hypothèse du bull run retardé. Donc reteste ça et enfin pouvoir partir. Alors pour certains, les plus bearish, ceux qui considèrent que le bull run serait même reporté à début 2025, c'est ceux qui attendent un test de la SMA 200 semaines. Attention, ici vous avez la SMA 200 jours, ici, parce qu'en fait il y a un certain nombre de modèles de valorisation qui utilisent la moyenne mobile à 200 semaines. Et donc beaucoup attendent la zone des 39-40K parce que c'est la SMA 200 semaines. Si Bitcoin devait revenir à la SMA 200 semaines, c'est forcément qu'il y a un choc quelque part. Ça peut être un choc macro, ça peut être typiquement une augmentation de la probabilité de récession aux États-Unis en lien, par exemple, ce vendredi avec une nouvelle explosion du taux de chômage. Et là, forcément, ça va faire mal. C'est comme ça. Surtout que la Fed, elle, nous dit qu'il n'y a pas de problème d'emploi ou quasiment pas. Ou ça peut être en lien avec une situation Proche-Orient qui monte encore d'1 degré, qui devient complètement hors de contrôle, et là ce serait effectivement compliqué. Cas de figure numéro 3. Le third, dry en allemand. Comme on dit déjà en... Tres. Bon, le bull run annulé, c'est un ban majeur. Rappelez-vous, le ban de la Chine à l'automne 2021 qui avait cassé la fin du précédent bull run. Heureusement, on avait fait l'essentiel. Je vais vous montrer ça. Un ban de la Chine. Bon, là, il y a plutôt des rumeurs comme quoi elle pourrait déban. Bon, ou unban, je sais pas comment on dit. Mais un ban quelque part. C'est pas la tendance actuelle. Bien sûr, la Troisième Guerre mondiale,
bien sûr une récession occidentale majeure ou un problème avec la blockchain Bitcoin. C'est un code informatique Bitcoin. Bon, bah là, c'est sûr que ça va pas pumper. Ou encore un signe noir. Le signe noir. Le Black Swan. Ben, le signe noir, on ne sait pas ce que c'est. Le signe noir, c'est un risque qu'on n'a même pas listé en amont. Donc ce serait, par exemple, là je parle de la Troisième Guerre mondiale, ce serait pas un Black Swan, parce qu'on l'a listé en amont. Encore un autre truc. Je sais pas, les extraterrestres, ben non, on vient de le lister. Bon, je rigole. Bon, enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Bon, ça, moi, bien sûr, c'est le cas auquel je ne crois pas. Eh ben, c'est le cas que je ne veux pas, que personne ne veut, en tout cas, lorsque nous sommes investis en crypto. Et donc forcément, et ce cas donc du bull run, je me vois ce que je suis là, du bull run annulé, bah bon bah voilà, de toute façon je ne donne même pas d'objectif technique, hein, vous pouvez le trouver comme moi. Bon, sans transition, rapidos. De toute façon, tous les autres jetons maintenant de Ethereum, c'est toujours beau. Hein, moi, je dis, pas de stress, Ethereum. Voilà, qu'est-ce que ça me fait là? Hop, 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 hop. Toujours la trendline, le machin. Je vise toujours 2800. Bullish au-dessus des 2464, au-dessus des SMA 50. Pour aller chercher la SSB Weekly. Alors, les flux ETF, ETH, c'est timido, mais c'est normal. Je pense que ça va vraiment... Alors, ça revient légèrement sur ETF, les ETF, ETH, mais ça reste quand même archi timide. Et il faudra vraiment, je pense, que Bitcoin casse son ATH pour que ça commence à faire quelque chose. Pour que ça commence à faire quelque chose. Bon, les autres, tout le monde attend, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est propre sol, hein, franchement, le test de la SSA, bullish, il ne reste plus qu'à faire sauter la Kijun et la Tenkan. Mais voilà, hein, bon, c'est comme BTC, voilà, soit il faut retester ça, soit c'est déjà parti. En tout cas, bullish tant qu'on est au-dessus de ce nuage. Le BNB, bah écoutez, voilà, bullish tant qu'on tient la Kijun Weekly et qu'on arrive à tenir ce couple SMA 50, SMA 200, allez mettre un trio et EMA 200, hein, donc ça c'est toute cette zone de soutien qu'il faut tenir. Et le GHST, parce que vous m'avez demandé, mais c'est pas moi qui serai allé le chercher. Je peux comprendre, vous avez ici la market cap, c'est vrai que c'est tout en bas, je comprends que ça vous intéresse parce qu'il y a eu ce premier pump ici cet été, on attend une réplique, il y a du potentiel en termes de market cap. Alors maintenant, est-ce que vraiment le bottom a été fait? Moi je pense qu'on peut y croire, non pas avec les Shimoku, mais on peut y croire tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau, voilà, au-dessus des 0,96, 0,97. La dernière fois qu'il y a eu le vrai retournement, le marché avait repris l'enchevêtrement des moyennes mobiles, avait été capable de se hisser au-dessus de MA200 et SMA 200. Vous voyez que là, on est en train de les tester. Je dirais que la première étape, bon, voilà, on peut aller au-dessus de ça, d'accord, on recasse ça, c'est chaud. Idéalement, voilà, il faudrait se rehisser au-dessus de MA200, qu'elle fasse support, et là, se dire qu'on construit une pattern ici de renversement, et que le marché pourrait repartir. Bon, c'est pas un jeton, moi, qui techniquement, je trouve fou de folie, quoi. Et voilà les amis, et sinon, bah, n'oubliez pas, l'offre flash, 1,50€ par jour, pendant un an, satisfait et remboursé, au service Cryptost Academy. Allez, bonne semaine à tous, salut, à bientôt.